Vice-président du Cameroun, les trois noms qui font trembler le palais. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où le silence lui-même prend une forme. Une silhouette. Une intention. Imaginez, un texte de loi, discret en apparence, adopté en pleine nuit institutionnelle, un samedi d'avril 2026, dans une salle du Parlement camerounais. 200 voix pour. 18 contre. 4 abstentions. Et au bout de ce vote, une question qui fait frissonner toute la classe politique, qui sera le prochain numéro 1 du Cameroun. Parce que ce que le Parlement vient de décider ne ressemble à rien de ce que ce pays a connu depuis son indépendance. On ne parle pas d'un simple aménagement technique. On parle d'une révision constitutionnelle qui change fondamentalement les règles du jeu du pouvoir. Une réforme qui crée un poste. Un poste unique. Celui de vice-président de la République. Et cet homme ou cette femme sera choisi non pas par le peuple, mais par Paul Biya lui-même. Restez avec nous. Parce que ce qui va suivre va vous surprendre. Partie 1, contexte et faits. Pour comprendre ce qui se passe vraiment au Cameroun en ce mois d'avril 2026, il faut d'abord poser un chiffre. Un seul. 93 ans. C'est l'âge du président Paul Biya. Réélu en octobre 2025, dans des conditions que l'opposition a largement contestées, il reste à la tête d'un pays de plus de 30 millions d'habitants. Un pays fracturé par une crise anglophone toujours vive, par des tensions économiques croissantes, et par une jeunesse qui regarde vers l'avenir avec une impatience de moins en moins silencieuse. Et c'est dans ce contexte précis que surgit le projet de loi numéro 2094, PJL-P, défendu devant le Parlement par le garde des Sceaux Laurent Esso, l'un des hommes les plus puissants et les plus discrets du système camerounais. Ce texte modifie pas moins de 6 articles fondamentaux de la Constitution, les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66. Ce ne sont pas des articles anodins. Ce sont les articles qui définissent qui dirige le pays, comment le pouvoir se transmet, et que se passe-t-il quand le fauteuil présidentiel se retrouve vide. Jusqu'ici, en cas de vacance du pouvoir, décès, démission, empêchement définitif, c'est le président du Sénat qui assurait l'intérim, avant qu'une élection présidentielle anticipée ne soit organisée dans les 120 jours. Un mécanisme classique, imparfait certes, mais qui gardait une logique démocratique, le peuple retourne aux urnes. Désormais, ce scénario est effacé de la Constitution. Selon les nouvelles dispositions adoptées le 4 avril 2026 à la majorité des 3/5 requises, en cas de vacance du pouvoir, c'est le vice-président qui prend les rênes non pas pour gérer un intérim mais pour achever le mandat en cours, après prestation de serment. Sans élection. Sans consultation populaire. Sans urne. Mais ce n'est pas tout. Ce vice-président, lui-même, ne sera pas élu par le peuple. Il sera nommé directement par le président de la République. Ce qui signifie concrètement que Paul Biya, en désignant son vice-président, désigne en réalité, selon toute probabilité, son successeur. Le gouvernement, lui, justifie cette réforme par des arguments technocratiques, renforcer l'efficacité de l'État, assurer la continuité institutionnelle, réaliser des économies budgétaires en évitant le coût d'une élection précipitée. Des arguments que le RDPC, le parti au pouvoir, a immédiatement relayés avec enthousiasme. Mais dans les couloirs du Parlement, dans les bistrots de Yaoundé, dans les salons feutrés de Douala, la lecture est tout autre. Partie 2, le conflit. 18 voix contre. 4 abstentions. Sur 222 votants. Les chiffres semblent anecdotiques. Et pourtant, ils racontent une histoire. Car dans un Parlement camerounais dominé depuis des décennies par le RDPC, voter contre ou même s'abstenir relève presque du courage politique. Ces 22 voix dissidentes représentent quelque chose. Elles sont la trace visible d'une fracture invisible, celle qui divise la classe politique camerounaise sur la question de la succession. L'opposition, elle, n'a pas mâché ses mots. Les leaders des partis minoritaires, les représentants du SDF, les voix de la société civile ont dénoncé avec véhémence ce qu'ils appellent une « confiscation de la souveraineté populaire ». Selon eux, permettre à un homme de désigner son successeur sans passer par le suffrage universel, c'est trahir le pacte fondamental entre le peuple et ses dirigeants. Maurice Kanto, leader du MRC et principal opposant au régime, n'a pas tardé à réagir. Sans surprise, il voit dans cette réforme la confirmation de ce qu'il dénonce depuis des années, un système qui se perpétue par lui-même, pour lui-même, indépendamment de la volonté populaire. Mais voici où le drama prend une autre dimension. Parce que la vraie tension n'est pas seulement entre le pouvoir et l'opposition.
Elle est aussi au sein même du pouvoir. Et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Dans les cercles proches du palais de l'Unité, les murmures sont permanents depuis des mois. Qui sera choisi? Qui a l'oreille du président? Qui a les appuis nécessaires pour décrocher ce poste qui vaut désormais, littéralement, une présidence? Parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu. Le vice-président qui sera nommé ne jouera pas un rôle purement cérémonial. Il sera dans l'antichambre du pouvoir suprême. Et dans un pays où la santé du président est un sujet tabou, où chaque absence prolongée de Paul Biya alimente des spéculations, où la question de la succession est celle qui obsède toute la classe politique depuis au moins 10 ans, ce poste est une bombe. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs analystes politiques contactés dans le cadre de notre décryptage, la création de ce poste aurait fait l'objet de discussions intenses au sein du bureau politique du RDPC pendant plusieurs mois. Des discussions qui auraient parfois viré à des affrontements feutrés entre différentes factions, chacune poussant ses propres favoris. Et au milieu de tout ça, 3 noms circulent avec insistance. 3 noms que tout le monde prononce, que certains nient publiquement, mais que personne n'ose vraiment ignorer. Restez avec nous. On y vient. Partie 3, révélation et décryptage. Avant de nommer ces 3 noms, comprenons d'abord la logique qui gouverne ce choix. Parce que Paul Biya, quel que soit son âge, n'est pas un homme impulsif. Chaque décision de sa carrière, et il en a pris beaucoup depuis son accession au pouvoir en 1982, a été mûrement calculée. Nommer un vice-président, c'est un acte politique total. C'est à la fois une déclaration de confiance, une décision stratégique, et un message envoyé à tous les acteurs du jeu, aux partisans, aux adversaires, aux partenaires étrangers, aux bailleurs de fonds, et aux populations. Le choix devra donc satisfaire à plusieurs critères simultanément. Il faudra une personnalité capable de rassurer les Occidentaux, France, Union européenne, États-Unis, sur la stabilité du Cameroun. Il faudra quelqu'un qui ne fasse pas peur aux militaires, dont le soutien est toujours décisif dans les transitions africaines. Il faudra quelqu'un qui soit acceptable pour les 2 grandes régions du pays, le Nord, longtemps berceau de contre-pouvoir, et le Sud, socle traditionnel du régime. Et bien sûr, il faudra quelqu'un en qui Paul Biya ait une confiance personnelle absolue. Ces critères, très peu de personnes les cumulent tous. Et c'est pourquoi les 3 noms qui reviennent avec le plus d'insistance méritent une analyse sérieuse. Premier nom, Franck-Emmanuel Biya. Le fils du président. 52 ans. Discret, cultivé, formation internationale, basé entre Paris et Yaoundé. Depuis plusieurs années, des proches du palais assurent qu'il est progressivement introduit dans les rouages du pouvoir. On le voit lors de certaines réceptions officielles. On murmure qu'il siège dans certaines réunions informelles à haute teneur stratégique. Son nom revient dans les analyses des diplomates accrédités à Yaoundé. L'argument en sa faveur est simple, c'est le fils. Dans de nombreuses républiques africaines, la transmission de père en fils n'est plus une exception, c'est presque une norme assumée. Gabon, Togo, Guinée équatoriale, le schéma est connu. Et ses partisans au sein du RDPC plaident pour lui en disant qu'il représenterait une continuité naturelle, un prolongement de l'œuvre du père, sans rupture déstabilisatrice. Mais ses détracteurs, et ils sont nombreux, pointent son manque d'expérience institutionnelle visible. Il n'a jamais exercé de fonction publique officielle. Il n'a aucun bilan politique connu. Et dans un pays où la légitimité reste un enjeu crucial, hériter du pouvoir sans jamais l'avoir exercé pourrait fragiliser sa position dès le départ. Deuxième nom, Chantal Biya. La première dame. Figure incontournable du paysage camerounais depuis des décennies. Fondatrice de la Fondation Chantal Biya, active dans le domaine humanitaire, femme au profil public fort, reconnue sur la scène internationale. Et surtout, épouse du président, ce qui lui confère une proximité avec le pouvoir que nul autre prétendant ne peut revendiquer. L'hypothèse Chantal Biya est celle qui fait le plus de bruit et celle qui divise le plus. Ses partisans y voient une modernité, ce serait la première femme à accéder à la tête d'un État en Afrique centrale. Un signal fort, symboliquement puissant. Ses détracteurs, en revanche, y voient le comble du népotisme dynastique, un couple qui transforme une république en monarchie familiale. Mais au-delà des débats idéologiques, la question pratique reste entière, Chantal Biya veut-elle vraiment le pouvoir politique ? Son engagement public a toujours été humanitaire, pas partisan. Et dans les coulisses du RDPC, selon plusieurs sources concordantes,
sa candidature suscite des résistances profondes de la part des barons du parti qui ont consacré leur carrière à une ascension qu'ils ne veulent pas voir court-circuitée par une logique purement familiale. Troisième nom, Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence de la République. Homme de l'ombre par excellence. Peut-être le plus puissant des trois dans les faits, certainement le moins connu du grand public. Ngo est l'architecte discret de la gestion quotidienne du pouvoir depuis des années. C'est lui qui filtre les accès au président. C'est lui qui orchestre les agendas, les nominations, les arbitrages. Dans les cercles diplomatiques, on le considère comme l'homme qui fait réellement tourner la machine d'État. Son profil correspond à ce que les technocrates et les partenaires étrangers apprécient, compétent, stable, connaissant parfaitement les rouages de l'administration. Mais son défaut est aussi sa force, il est trop dans l'ombre pour mobiliser une adhésion populaire. Dans un pays qui aspire à un visage nouveau, choisir l'homme qui incarne l'opacité du système pourrait envoyer un message difficile à digérer. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ces trois noms se pose une question fondamentale que personne ne dit tout haut, Paul Biya a-t-il déjà choisi? Et si oui, depuis quand? Partie 4, analyse satirique approfondie. Permettez-nous maintenant de regarder cette situation avec les yeux du Camerounais ordinaire. Celui qui se lève à 5 heures du matin pour aller au marché. Celui qui calcule chaque mois comment nourrir ses enfants malgré l'inflation. Celui qui attend toujours l'électricité stable, les routes goudronnées, l'hôpital équipé. Pour lui, ou pour elle, la question du vice-président ressemble à une conversation d'un autre monde. Et pourtant, elle va décider de son avenir. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans cette séquence politique. Quelque chose qu'on pourrait appeler l'art de la réforme qui ne réforme rien mais qui change tout. Voyez-vous, en 40 ans de pouvoir, le président Biya a toujours su utiliser la Constitution comme un tisserand utilise son métier à tisser. Il en tire les fils quand il en a besoin. Il en resserre les nœuds quand la toile commence à se défaire. Et il appelle ça, la stabilité. La création du poste de vice-président est présentée comme une innovation institutionnelle. Une modernisation. Un signe de maturité démocratique. Sauf que, et c'est là où la satire devient lucidité, aucun système démocratique sérieux ne crée un poste de successeur sans consultation populaire. Dans les grandes démocraties, quand un vice-président prend le pouvoir en cours de mandat, c'est parce qu'il a été élu conjointement avec le président. Les Américains votent pour un ticket. Les Américains savent d'avance qui est le numéro 2. Au Cameroun, on demande aux citoyens de faire confiance à un homme de 93 ans pour choisir leur prochain dirigeant. Sans les consulter. Sans leur soumettre un projet. En les informant, simplement, après vote du Parlement, un Parlement à majorité mécanique où le parti au pouvoir dispose de la majorité des 3/5 comme un enfant dispose de ses jouets. Quelqu'un a dit un jour qu'en Afrique, les élections ne changent pas les gouvernements, elles les légitiment. Cette réforme va plus loin, elle supprime même l'étape de la légitimation. Mais soyons honnêtes, et c'est là que la satire camerounaise doit être précise, pas simplement cynique. Cette réforme ne naît pas dans le vide. Elle naît dans un contexte régional spécifique. Le Sahel s'embrase. Les coups d'État se multiplient. La question de la transmission du pouvoir est partout dans le débat africain. Et les dirigeants qui ont vu leur père être renversé par leurs propres armées ont tiré une leçon, le vide politique est le meilleur ami du coup d'État. En ce sens, vouloir éviter un vide institutionnel en cas de décès du président est un objectif légitime. Le problème n'est pas la fin. Le problème est le moyen. Le problème, c'est qu'on règle la question de la succession en concentrant encore davantage le pouvoir dans une seule paire de mains, celle d'un homme qui en détient déjà la totalité depuis 43 ans. Et parlons franchement des trois noms. Parce que chacun d'eux, à sa manière, raconte une histoire sur l'état du Cameroun politique. Franck Biya vice-président, ce serait le signal que le Cameroun assume ouvertement le modèle dynastique. Qu'il rejoint ce club informel de républiques héréditaires africaines où le patronyme suffit à ouvrir les portes du palais. Ce n'est pas nécessairement condamnable en soi, des fils de leaders ont parfois réussi là où leur père avait échoué. Mais dans un pays où la jeunesse diplômée chôme massivement, où des milliers de compétences camerounaises émigrent faute de perspective, dire que le meilleur candidat disponible est le fils du président sonne comme une insulte habillée en continuité. Chantal Biya vice-présidente, ce serait le coup de théâtre absolu. Le moment où le Cameroun ferait la une du monde entier, pas pour les bonnes raisons. Imaginez les titres, le Cameroun, première femme chef d'État d'Afrique centrale, mais aussi, la présidente a été choisie par son mari.
Ces deux titres coexisteraient. Et l'histoire retiendrait surtout le second. Il y aurait quelque chose de profondément ironique à ce que l'émancipation féminine arrive au Cameroun sous la forme d'une désignation conjugale. Les féministes camerounaises elles-mêmes seraient divisées. Ferdinand Ngo vice-président, enfin, ce serait le choix du système qui se préserve lui-même. L'appareil d'État qui se choisit une tête visible, sans changer aucune des logiques profondes. Ngo, c'est le Cameroun des dossiers secrets, des décisions sans procès-verbaux, de la gouvernance par les couloirs. Le choisir, ce serait dire au peuple camerounais, vous avez supporté l'opacité pendant 40 ans. Préparez-vous à en avoir 40 de plus. Et pourtant, et c'est ce qui rend cette situation si fascinante et si douloureuse à la fois, aucun de ces trois choix n'est impossible. Chacun a ses défenseurs sincères. Chacun a ses logiques internes. Et Paul Biya, s'il promulgue ce texte dans les 15 jours qui lui sont impartis, aura entre ses mains la décision la plus lourde de son demi-siècle au pouvoir. Rappelons ce détail capital, la Constitution modifiée lui donne 15 jours pour promulguer, ou pas, cette réforme. 15 jours. C'est court. C'est une fenêtre. Et dans ce délai, chaque heure compte, chaque rumeur pèse, chaque signal du palais sera scruté à la loupe. Ce qu'on sait déjà, c'est ceci, le Cameroun vient de changer. Pas encore dans les faits. Mais dans les règles. Et les règles, c'est le cadre dans lequel se jouent tous les faits à venir. Conclusion. Revenons à cette image du début. 200 voix pour. 18 contre. 4 abstentions. Et dans cette salle du Parlement, le destin d'un pays en train de se réécrire discrètement, méthodiquement, dans l'indifférence calculée du monde extérieur. Le Cameroun est à un carrefour. Pas le premier de son histoire. Pas le plus dramatique peut-être. Mais certainement l'un des plus décisifs depuis l'indépendance. La création du poste de vice-président n'est pas une simple réforme administrative. C'est l'acte final d'une stratégie de succession qui se joue depuis des années, peut-être depuis des décennies. L'opposition a crié. La société civile a alerté. Les citoyens, pour la plupart, ont appris la nouvelle entre deux préoccupations bien plus immédiates. Et le pouvoir, lui, avance. Comme il a toujours avancé, avec la patience de ceux qui n'ont pas besoin de se presser, parce qu'ils contrôlent le chronomètre. Mais l'histoire africaine nous enseigne une chose, les transitions sont rarement ce qu'elles semblent être au moment où elles se préparent. Des héritiers désignés qui n'arrivent jamais au pouvoir. Des successeurs qui trahissent leurs mentors. Des systèmes qui s'effondrent précisément parce qu'ils semblaient trop solides. Le Cameroun n'est pas immunisé contre ces retournements. Et c'est pourquoi la question qui reste en suspens, la question que vous devez vous poser en tant que citoyen, en tant qu'observateur, en tant qu'Africain engagé dans l'avenir de ce continent, n'est pas seulement « qui sera nommé ?». La vraie question est celle-ci. Quel Cameroun voulons-nous vraiment ? Celui où les présidents se choisissent entre eux, dans des palais fermés, loin des places publiques ? Ou celui où c'est le peuple, avec ses imperfections et sa souveraineté, qui tient le stylo de l'histoire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la. Parce que dans un monde où l'information est noyée sous le bruit, comprendre, c'est déjà résister.